Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver toujours sur Al24 News et votre espace d'analyse géopolitique, réalpolitique. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée, comme à chaque fois, par professeur Mohamed Belkouk. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ce soir, on continue de s'intéresser de plus près, professeur, au rôle primordial de l'action commune arabe, avec ce que dernièrement a été qualifié à l'unanimité d'étape historique. Il s'agit de la signature par les factions palestinienne à Alger de cet accord, de ce nouvel accord baptisé Déclaration d'Alger, un véritable exploit salué, il faut le souligner, par les Palestiniens eux-mêmes, mais aussi par nombre de pays à l'échelle internationale. Alors tout d'abord, avant d'évoquer cet accord, professeur, son importance et ses chances d'aboutissement, de concrétisation sur le terrain, j'aimerais revenir, si vous le permettez, dans un premier temps, sur les liens, le cachet particulier qui caractérise les relations entre l'Algérie et la Palestine, les Algériens et les Palestiniens. Je crois qu'on l'a perçu, cette proximité, tout au long de cette conférence d'Alger. C'est une proximité qui n'est pas géographique, mais elle est plutôt sentimentale, elle est historique. Elle ne date pas de, disons, de 1962. C'est des relations qui sont ancrées dans l'histoire depuis pratiquement les croisades, avec les contributions d'un certain nombre d'érudits algériens de toutes les régions du pays qui sont déplacés justement pour combattre avec leurs frères palestiniens contre ces invasions, ces desseins d'occupation. Il faut aussi dire que notre mouvement national, pendant les années 30, avait aussi soutenu ce refus, cette résistance palestinienne contre les schémas sionistes de démantèlement de la Palestine et avec l'engagement aussi des colonisateurs britanniques. Il faut dire que les positions de l'Algérie en 1948 est doublement remarquée, déjà par le PPMTLD qui avait soutenu la démarche de Amin Husseini dans la création du Conseil national palestinien, du CNP, qui est cité dans la déclaration d'Alger, oui, mais aussi la participation de centaines d'Algériens combattant contre l'occupation sioniste de la Palestine. Il faut dire aussi, madame, que l'engagement est national, l'engagement algérien aux côtés des Palestiniens est national. Il y a une convergence absolue, contrairement à un certain nombre de pays, entre les gouvernants et les gouvernés, entre toutes les institutions, à lire non pas seulement l'histoire diplomatique de l'Algérie sur la question palestinienne, mais aussi l'engagement de notre armée nationale populaire en 1967, en 1973 pendant les deux guerres israélo-arabes, mais aussi dans la contribution dans la formation des premiers cadres militaires palestiniens, déjà la première promotion palestinienne à Chercher. On a vu aussi les contributions nationales en matière de soutien aux fidéines, à rappeler nos téléspectateurs déjà l'histoire du résistant Mohamed Boudia qui avait formé des dizaines de fidéines, donc qui a été assassiné par le Mossad à Paris. Il faut dire que notre démarche diplomatique est toujours basée sur le principe d'assistance constante aux Palestiniens, soit par l'accompagnement dans leur combat diplomatique, comme on l'a vu déjà en 1974 avec le discours de Yasser Arafat aux Nations Unies, ou par aussi la déclaration d'Alger, la déclaration de l'État palestinien qui a été proclamée à Alger. Aujourd'hui, c'est un lien historique et sentimental, mais aussi des apports constructifs de la part de l'État algérien. Tous les intervenants palestiniens, lors de la signature de la déclaration d'Alger, avaient pratiquement émis cette conclusion. C'est un soutien indéfectible au peuple palestinien dans toutes les conditions. On l'a vu en 1982, après les massacres sionistes à Beyrouth, l'Algérie qui avait ouvert les bras
aux frères palestiniens qui étaient victimes justement de ces massacres, qui sont venus en Algérie pendant très longtemps. On a vu aussi ce soutien que tous les Palestiniens reconnaissent, un soutien matériel, toujours reflétant l'engagement de notre pays aux côtés des Palestiniens. On est le seul pays à toujours honorer ses engagements financiers pour la question palestinienne. Aujourd'hui, nous attendons à beaucoup de cette déclaration d'Alger, qui reflète essentiellement, de mon point de vue, deux choses. Premièrement, le renouveau de la diplomatie algérienne. Deuxièmement, c'est le retour au principe de base de cette cause, qui est l'unité des Palestiniens et l'apport, la solidarité constructive qui doit être faite par tous les pays arabes. On revient, professeur, au contexte dans lequel cette déclaration d'Alger a été signée. Il faut dire que réunir les factions palestiniennes n'a pas été une mission simple pour la diplomatie algérienne au regard des difficultés auxquelles est confrontée actuellement la cause palestinienne, au regard de la largeur du fossé entre les différentes parties. Qu'est-ce qui fait la différence, professeur, entre cet accord et les précédents? Car je rappelle qu'il y a eu des précédents accords entre Palestiniens. Il y a certains accords, donc les plus importants sont ceux de la MAC de 2007, du Doha 2012, du CAD 2017, avec d'autres accords, disons, moins importants. Mais il faut dire que le contexte actuel est un contexte de défi, lié à un certain nombre de choix de normalisation d'un certain nombre d'États qui dépassent déjà les limites définies par l'initiative arabe de paix de 2002, premièrement. Deuxièmement, on est dans une situation où les difficultés de réunification des factions palestiniennes sont très évidentes, à voir l'historique qui a commencé en 2006, après les élections de 2006, qui a vu Hamas l'emporter, donc la constitution d'un gouvernement de Hamas, puis les affrontements de 2007, et puis l'échec de la unification de 2014. Donc une histoire plutôt de conflictualité, de division, et moins de coopération et de concertation. On a vu dans ce contexte l'Algérie relever le défi par M. le Président de la République lors de la visite du président de l'autorité palestinienne, du chef de l'État de la Palestine, Mahmoud Abbas, au début du mois de décembre 2021, où l'Algérie s'est engagée à accompagner les frères palestiniens dans le chemin de la réconciliation et de la réunification. On a vu cette première étape symbolique du 5 juillet 2022, cette poignée de main entre le président de la République et Mahmoud Abbas et Ismaël Haniyeh, qui a donné plus, non pas de symbolique, mais plus d'engagement au parti palestinien. On a vu l'engagement de 14 factions, donc c'est toute l'OLP, plus Hamas et Djihad Islami. Mais on a vu aussi cet engagement qui est inscrit dans le texte de la déclaration d'Alger, c'est engager les pays arabes dans cette démarche. C'est pour ça qu'on va y revenir, qu'il y a cet instrument de suivi présidé par l'Algérie. Oui. Le contexte actuel pourrait être un contexte d'espoir, mais un espoir qui doit être toujours mesuré. Donc on doit être réaliste, parce que l'Algérie a fait tout ce qui est possible pour arriver à cette déclaration. C'est une déclaration incomparable aux trois textes précédents, parce que c'est une déclaration qui a plus de points, donc c'est une approche globale. Deuxièmement, il y a les points de divergence, l'OLP, l'unification des institutions et la résistance, trois concepts qui sont portés dans le texte. Et aussi, on essaie de dépasser les divisions par le partenariat politique, Al-Sharaka Siyasiyya, qui est inscrit dans ce texte. Donc c'est pour dire que les Palestiniens veulent rompre avec la division, avec les dissensus, et créer les conditions de consensus. Ce sont des conditions qui doivent être construites
on est en phase on a dépassé l'étape de la construction de confiance vers la construction d'un consensus. Aujourd'hui, il faut donner un sens opératoire à ce consensus par des instruments et des démarches, d'instruments de construction de consensus. Et dans le texte, c'est le comité des secrétaires généraux des factions qui doit faire le suivi, mais aussi proposer des solutions. Mais aussi dans cette approche, il y a l'approche des élections. On commence par le Conseil national palestinien, qui est l'autorité suprême au niveau de l'OLP, et puis on passe aux élections à la fois du Conseil législatif et de la présidence. Et j'estime que dans ce texte, comparativement à ceux de la Mecque, de Doha et du Caire, il y a cette capacité à construire en continu une approche capable de générer des institutions qui unissent à la fois l'effort et qui unissent les visions et qui pourraient donner plus de sens à ce combat libérateur des Palestiniens. Alors avant de décrypter peut-être les points que contient cet accord, j'aimerais m'intéresser justement à l'accord et à sa contribution à faire sortir la cause palestinienne ou le processus de paix de l'impasse qu'il vit depuis plus d'une décennie, professeur. Qu'est-ce qui fait que cet accord contribue justement à faire sortir la cause palestinienne de l'impasse? Bon, il faut dire que la cause palestinienne est en crise multiforme, déjà par rapport au front intérieur palestinien. On a deux entités politiques. On a deux projets disons, de choix de combat. On a aussi l'échec des partenaires internationaux. Les États-Unis qui est totalement engagé aux côtés des sionistes, d'Israël, à rappeler nos téléspectateurs que Trump, la signature de son décret le 6 décembre 2017, qui déclarait Jérusalem comme capitale de l'antisionisme, a totalement violé les engagements des États-Unis. Deuxièmement, il faut dire que les Américains avaient bloqué à plusieurs reprises toute démarche au sein des Nations Unies. À donner à nos téléspectateurs une parallèle, l'Irak, en 13 ans, 1990-2003, c'était 23 résolutions contre l'Irak. Pour la Palestine, 13 ans, 2009-2022, une seule résolution du Conseil de sécurité, c'est la 2343, en ce qui concerne les colonies. Même cette résolution n'est pas respectée. Donc, ce qui veut dire que, même au niveau des Nations Unies, il y a un blocage américain contre ce droit inaliénable du peuple palestinien à arriver à construire son État. L'autre crise, et c'est une crise malheureuse, c'est la crise causée par les normalisations irrationnelles des Arabes après 2020. C'était les Émirats, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc, ce qui crée une véritable entrave aux démarches collectives de soutien au peuple palestinien, un véritable dépassement de l'initiative arabe de paix de 2002, mais surtout un affaiblissement du combat palestinien pour sa liberté, son indépendance et l'édification de son État. Alors je reviens à l'enjeu de la réconciliation interpalestinienne, professeur. Vous avez cité certains points que contient cet accord, l'organisation des élections générales dans un délai d'1 an. Est-ce qu'on peut dire que les points contenus dans cet accord sont suffisants pour aboutir à une vraie réconciliation interpalestinienne? La réconciliation, ça se construit. C'est pour ça que je parlais de confiance qui a été construite. Aujourd'hui, il faut passer au processus de concrétisation de ces engagements. Donc, construire ces engagements nécessite deux choses. La première, c'est un dialogue continu entre ces factions. C'est pour ça que le comité
des secrétaires généraux proposés dans ce texte. Et deuxièmement, c'est un accompagnement de la Ligue arabe. J'estime que dans le sommet du mois de novembre prochain, il y aurait l'identification des partenaires de notre pays dans ce schéma. Peut-être l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte, mais aussi la Jordanie en tant que pays limitrophe, mais aussi pays qui dirige ce comité de Jérusalem. Mais pour arriver à une véritable solution de ce problème, il faut qu'il y ait véritablement un engagement des Palestiniens. La résolution du problème interne palestinien doit se faire par cet engagement, mais aussi par l'accompagnement de la Ligue arabe et aussi l'engagement de pays qui s'immiscent dans les affaires des factions palestiniennes, oui, doivent aussi dépasser ces interférences pour justement donner une chance à l'unité des Palestiniens. On ne peut pas arriver à un combat collectif des Palestiniens sans une réconciliation aboutissant à une unification. Ces Palestiniens ont aussi besoin d'autres types de soutien. Un soutien au niveau des Nations Unies. On a vu notre pays, au mois de septembre passé, à l'Assemblée générale des Nations Unies, faire une plaidoirie justement pour les droits de la Palestine à avoir ce statut de membre de plein droit des Nations Unies. Oui. Il faut que les pays arabes arrivent à faire aboutir ce projet. Deuxièmement, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement financier. Parce qu'avoir des rapports, des études sur les souffrances des Palestiniens, c'est intenable. Donc c'est intenable par rapport déjà aux besoins humains, donc à leur situation humanitaire, mais oui, aussi par rapport à leur combat pour leur liberté. Pour ce qui est de l'organisation des élections générales en Palestine dans un délai d'1 an, est-ce tenable, professeur? On a vu le problème qui s'est posé, c'était pratiquement par rapport à Jérusalem-Quds. Aujourd'hui, dans ce texte, il y a cette volonté d'organiser ces élections à la fois à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Donc il doit y avoir aussi un engagement diplomatique par rapport à ça. Malheureusement, on voit des obstacles qui sont faits disons, imposés par l'antisionisme, mais aussi par ses partenaires américains. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des signes positifs par rapport à un désengagement d'un certain nombre de pays en ce qui concerne le décret de Trump. On a vu hier l'Australie qui a revu sa position par rapport à Jérusalem. Il y en a d'autres pays qui le font. Mais c'est aux Palestiniens aujourd'hui de créer premièrement les conditions de ces élections. Donc il faut que cette volonté politique se matérialise par des élections au niveau de la Palestine. Il faut qu'il y ait une véritable réingénierie de leur système électoral, mais il faut qu'il y ait aussi plus de patience entre ces factions palestiniennes. La chose la plus importante, dans ce texte, c'est très important de signaler Mme Boukhari, c'est par rapport au Conseil national palestinien, qui est l'autorité suprême de l'OLP, oui, et qui est reconnu en tant que tel. Et dans ce texte, il y a plus de flexibilité en matière d'élection, là où c'est possible. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement une reconnaissance de quelques difficultés, mais une volonté à les surpasser. Dans ce texte aussi, c'est très important, il y a une reconnaissance de toutes les factions palestiniennes, de la légitimité de la représentation de l'OLP. Donc toutes les factions y adhèrent. Ce principe a été un principe développé par notre diplomatie en 1973, lors du sommet d'Alger. Reconnaître l'OLP comme étant seul et unique représentant des Palestiniens. Dans ce texte aussi, et c'est très important, c'est cette volonté de développer une logique de partenariat politique. Ce qui veut dire que les factions doivent travailler ensemble par une réunification des institutions, ce qui est fait dans le texte, mais aussi de mobiliser ensemble toutes les ressources humaines et matérielles. Donc c'est aussi pour dire que les Palestiniens ont pris la décision, espérons qu'ils vont l'honorer, justement de fédérer les efforts au service de leur cause et de leur peuple.
avant de parler donc du plus grand défi, j'aimerais, vous avez donc parlé des points sur lesquels les factions palestiniennes se retrouvent. J'aimerais, si vous permettez, revenir sur donc, les points d'achoppement. Y a-t-il encore des difficultés? Quels sont les points d'achoppement, les points qui persistent, les points de division qui persistent? J'estime qu'à lire l'histoire de ces divisions, de ces dissensus, c'était par rapport à trois choses. Premièrement, c'est par rapport justement à comment construire ce partenariat. Donc, entre Fatah et Hamas notamment, on a vu ce point de divergence pratiquement, je ne dirais pas disparaître, mais plutôt contrôlé. On a vu les déclarations de Haniya et de représentant de Fatah qui étaient très, ces déclarations étaient très positives, reflétant non pas seulement des intentions, mais des engagements. Le deuxième, c'est par rapport justement à la représentation de l'OLP. Donc dans ce texte, il y a toutes les factions y adhèrent. Donc c'est l'OLP qui représente le peuple. Il y a dans ce sens peut-être une autre lecture pour ce qui pourrait se passer avant les élections. C'est ce CMP, ce Conseil national palestinien, qui doit essentiellement définir les limites des actions, mais surtout définir les règles d'engagement. Donc ça pourrait se régler. Troisième point, c'était par rapport au gouvernement d'unité nationale. Dans ce texte, on a vu, c'est pratiquement unifier l'apport des institutions qui existent à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Dès qu'on va très certainement vers un nouveau schéma pour le gouvernement qui accompagnerait l'autorité palestinienne. Donc avant bien les élections, il y aurait très certainement un débat, pour ne pas dire des négociations, sur la nature et sur la composante de ce gouvernement. Donc c'est pas, on n'est pas en phase disons de la résolution globale, mais plutôt on a jeté les jalons pour un schéma de construction d'une unité, la consolidation de la confiance, la consolidation de la réconciliation et la fédération des efforts institutionnels, humains et matériels. Alors, vous parlez d'accompagnement et le plus grand défi est que cet accord ne reste pas au stade d'encre sur du papier, comme l'a d'ailleurs souligné un des dirigeants du Fatah lors de la conférence d'Alger. Donc, est-ce que vous pensez que des garanties ont été données pour que cet accord soit concrétisé sur le terrain et quelles sont ces garanties, justement? Les garanties sont institutionnalisées dans le texte. La première garantie est interne, donc les factions qui se sont engagées s'engagent à plus de dialogue, à plus de concertation, à plus de coordination dans le cadre du comité de suivi par les secrétaires généraux des factions. Les deuxièmes garanties institutionnelles, c'est dans le cadre de la Ligue arabe, dans cet instrument de coordination présidé par l'Algérie et composé d'un certain nombre de pays arabes. Donc il y a un mécanisme interne et un mécanisme, disons, arabe. Et c'est par le biais de cette coordination à deux niveaux que les Palestiniens peuvent, disons, transformer ces engagements en des actions capables de générer de nouvelles institutions, les trois institutions, la présidence, le Conseil législatif et surtout le Conseil national palestinien. Les engagements doivent aussi se faire au niveau de la Ligue arabe. Oui. Parce que c'est dans ce sens, il faut qu'il y ait un accompagnement des Palestiniens, comme je disais, au moins sur deux choses, sur deux plans. Un plan diplomatique et politique, diplomatique sur la scène internationale, parce que le comité de facilitation des négociations avec l'antisionisme a failli. Oui. La Russie, les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies ont failli à leur tâche. Il n'y a pas eu de négociation depuis très longtemps. Deuxième chose, sur le plan politique, il faut aussi arriver à reconstruire, à revisiter la plateforme de paix qu'avait proposée la Ligue arabe en 2002 par une refonte de cette approche, parce que la terre contre la paix est totalement dépassée par avoir les quatre
pays normalisant, c'est dire aussi qu'il y a des fractures au sein de cette ligue par rapport à cette approche. Le deuxième niveau, c'est un niveau matériel dont les Palestiniens ont beaucoup besoin. Alors, pour finir, professeur, le succès de la conférence interpalestinienne garantit le succès du sommet arabe d'Alger, prévu d'ailleurs dans quelques jours. Le chef de la diplomatie algérienne l'a d'ailleurs souligné. Peut-on savoir jusqu'à quel point cet accord interpalestinien peut-il contribuer à réactiver l'action commune arabe? Bon, madame, déjà, en ce qui me concerne, le sommet a lieu ici avant son entame. Cela sur plusieurs niveaux. Premièrement, sur le plan organisationnel, on voit de très près que l'Algérie a mis tous les moyens nécessaires à cette réussite. Deuxièmement, recentrer les débats autour de la question centrale. La Palestine est déjà un succès. Deuxièmement, créer un nouveau consensus arabe, justement par cet instrument, est un autre succès. Reprendre des initiatives déjà prises il y a des années en ce qui concerne la sécurité alimentaire arabe, qui a été une décision du sommet d'Alger de 2005, et aussi une réussite. À voir aussi aujourd'hui, cet engouement médiatique à l'international par rapport au sommet est une réussite. Mais il faut dire que le sommet n'est pas une fin en soi. Il faut que ce sommet arrive à définir une nouvelle vision pour ce monde arabe, dans un monde en mutation, et aussi définir leur choix stratégique pour une action concertée et durable. Professeur Mohamed Berkour, merci pour cette analyse. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Réal Politique.